Le féminisme a-t-il tué l'humour? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas me risquer à donner une réponse générale à cette question aux allures polémiques, mais nous allons nous intéresser à cette question dans le cadre de l'affaire de l'humoriste Tex. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, ou pour ceux qui ont déjà oublié, le 14 décembre 2017, France Info a annoncé sur son site que Tex ne présenterait plus Les Amours sur France 2, émission qu'il présentait depuis 17 ans. Justement, le jour même, Sony, qui était l'employeur de Tex et non pas France Télévisions comme on a pu le croire, Sony lui a annoncé qu'il le licenciait pour faute grave. Ce licenciement n'a pas du tout fait l'unanimité, certains l'ont approuvé alors que d'autres l'ont critiqué. Si ce licenciement a été si clivant, c'est parce qu'il est intervenu 2 semaines après une blague faite par Tex le 30 novembre 2017 sur C8. Il avait été invité dans l'émission C'est que de la télé en tant qu'humoriste pour faire la promo de la sortie de son nouveau DVD. Et là, à la fin de l'émission, il avait lâché cette blague. Comme c'est un sujet super sensible, je l'attends. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On ne lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. À mon sens, 3 raisons permettent d'expliquer les critiques à l'égard de ce licenciement. Tout d'abord, il a été perçu comme une censure de la liberté d'expression de Tex, mais au-delà de ça, il a été perçu comme l'un des actes de décès du droit à l'humour, avec pour meurtrier le féminisme ou le politiquement correct. Ensuite, Tex a fait cette blague en dehors du plateau des Amours, sur une autre chaîne et comme humoriste. Enfin, pour de nombreuses personnes, cette réaction de Sony était disproportionnée. Et même encore aujourd'hui, il y a des gens qui le pensent. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des commentaires de ce type dès qu'un animateur ou un journaliste est dans une polémique. D'ailleurs, Tex lui-même a très bien fait remarquer cette disproportion, avec cette phrase reprise par les médias. On vire pas des gens pour une blague. Cette perception est tout à fait compréhensible. Le licenciement est un acte grave, alors qu'une blague renvoie à des propos légers. Virer un salarié pour une blague, c'est donc sanctionner des propos légers par un acte grave. Finalement, cette affaire se résume à 2 questions. Pourquoi Tex a-t-il été viré? C'est la question du motif de son licenciement. Et pourquoi n'avoir pas pris une sanction autre que le licenciement? C'est la question de la proportionnalité du licenciement. L'affaire n'en est pas restée là. Tex a poursuivi Sony au prud'homme et la procédure s'est achevée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 20 avril 2022. Alors, disons-le tout de suite, le licenciement a été validé par la Cour de cassation. Et bon, ce qui nous intéresse, c'est la réponse des hauts magistrats à ces questions. Nous verrons qu'en réalité, l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît et que la décision de la Cour de cassation est loin de faire l'unanimité au sein de la doctrine juridique. Pourquoi Tex a-t-il été viré? Alors, commençons par lever une ambiguïté. En approuvant le licenciement, ce que sanctionne la Chambre sociale de la Cour de cassation, ce n'est pas la blague de Tex en elle-même. La Chambre sociale ne se donne pas pour rôle de dire quelle blague un humoriste peut ou ne pas faire, ce qu'elle a d'ailleurs fait remarquer dans son communiqué. Et pour cause, ce n'est pas son rôle. La Chambre sociale n'est pas un tribunal du rire. Elle n'intervient que pour régler les litiges entre un salarié et son employeur. Tex a été licencié parce que Sony a estimé que, par sa blague, il a violé une obligation de son contrat de travail. Ce n'est donc pas tout à fait la même chose que de dire il a été viré parce qu'il a fait une mauvaise blague et il a été viré pour avoir fait une telle blague alors qu'il s'était engagé dans son contrat à ne pas la faire. Justement, parlons un peu de ce contrat de travail. Tex avait signé une clause d'éthique par laquelle il s'était engagé à ne pas être complaisant à l'égard des violences faites aux femmes. Et la clause s'appliquait aussi bien sur les antennes de France 2 que sur d'autres médias. Sur ce dernier point, a priori, c'est étonnant qu'un salarié soit sanctionné pour des faits qui se sont déroulés en dehors de son lieu de travail. Ce sont des faits qui ne concernent pas l'employeur, ils font partie de la vie privée du salarié. Mais en réalité, que le comportement d'un salarié en dehors de l'entreprise soit pris en compte pour le licencier, ça n'a rien de nouveau. S'il est vrai qu'en principe, l'employeur ne peut pas licencier un salarié pour un fait relevant de sa vie privée, dans certains cas, c'est tout à fait possible. C'est possible notamment lorsque ce fait a provoqué ce qu'on appelle un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. En gros, si ça a entraîné des perturbations au bon fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, avoir entaché son image. Et dans ce cas, pour valider le licenciement, les juges doivent vérifier qu'il y a bien eu un trouble objectif. En apparence, le cas de Tex s'y rapporte. C'est pourquoi certains auteurs ont reproché à la Cour de cassation de ne s'être pas donné la peine de vérifier l'existence d'un tel trouble, alors que selon eux, on ne peut licencier un salarié pour un comportement hors entreprise que s'il y a un trouble objectif caractérisé. Mais on peut leur opposer 2 objections. La première est que le trouble objectif n'est pas la seule hypothèse
dans laquelle un salarié peut être licencié pour des faits hors entreprise. Il y a aussi le non-respect par le salarié d'une obligation de son contrat de travail. Le salarié et l'employeur peuvent décider d'insérer dans le contrat une obligation qui s'appliquera aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors. C'est le cas par exemple de la clause de confidentialité. Le salarié doit en principe la respecter même dans le cadre de sa vie privée. Quand on ne respecte pas une obligation contractuelle, la règle est claire. L'inobservation d'une obligation est susceptible de sanctions. Prenons un exemple. En 2014, la société Petit Bateau a fait une présentation de sa nouvelle collection Printemps-été 2015, à laquelle elle n'avait invité que ses salariés. Lors de l'événement, l'une de ses salariés a pris une photo de cette collection. Jusque-là, pas de souci. Mais elle a ensuite décidé de la partager sur Facebook, et plutôt dans un groupe fermé avec ses 200 amis. Il se trouve que dans ce groupe, il y avait un de ses collègues qui devait sans doute beaucoup l'apprécier, puisqu'il a tout simplement décidé d'en informer la société. Partager des photos sur Facebook relève de la vie privée. Donc en principe, l'employeur n'aurait pas pu la sanctionner pour ce fait. Mais la salariée avait une clause de confidentialité dans son contrat. Et la société Petit Bateau a considéré qu'en partageant cette photo, elle n'avait donc pas respecté cette clause. Elle a décidé de la licencier et la Cour de cassation a validé le licenciement. Il faut donc bien distinguer l'inobservation d'une obligation contractuelle du trouble objectif au sein de l'entreprise. Dans le premier cas, et c'est la seconde objection, il n'y a pas lieu de démontrer un trouble objectif, mais uniquement que le salarié n'a pas respecté son obligation. Et c'est plutôt le cas de Tex. Au regard de sa clause d'éthique, il n'aurait pas dû être complaisant à l'égard des violences faites aux femmes, même si c'était sur C8 et en tant qu'humoriste, puisqu'il devait respecter cette obligation, même en étant hors des antennes de France 2. La Cour de cassation n'avait donc pas à démontrer l'existence d'un trouble objectif, mais uniquement la complaisance de Tex. Mais en quoi Tex, par sa blague, a-t-il été complaisant à l'égard des violences domestiques? Intéressons-nous à comment fonctionne l'humour. Alors, avant d'aller plus loin, encore une fois, le but n'est pas de dire si la blague est mauvaise ou pas, mais de dire si elle va à l'encontre de l'interdiction de complaisance. Cela étant rappelé, dans l'humour, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, ou le premier degré, est une lecture littérale des propos. On s'intéresse à ce qui est dit. Et quand il s'agit d'humour noir, les propos peuvent être très choquants, puisqu'il s'agit de rire d'un sujet grave, de rendre comique un sujet tragique. La conséquence est que le sujet finit par perdre sa gravité. Il devient normal, donc banal. Il y a donc littéralement une banalisation d'un sujet grave. Mais il y a heureusement un second niveau de lecture, le second degré, qui permet d'aller au-delà du sens littéral des propos, pour saisir le véritable sens que l'auteur confère à sa blague. Il peut par exemple s'agir, comme dit ce tweet, de dénoncer une attitude ou un comportement. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui. Mais comme on va le voir, ce qu'on reproche à Tex, c'est l'absence de second degré dans sa blague, et donc l'absence d'un message quelconque qu'il aurait entendu faire passer. À ce propos, l'avocate générale Anne-Marie Grivel a écrit que l'humour noir est toujours à prendre au second degré. Difficile d'être d'accord avec elle. Selon Franck Évrard, l'explicite, ce qui est dit, peut être ambigu. On peut se demander qui parle, est-ce l'auteur lui-même ou un personnage fictif? Et à qui il parle? Le second degré n'est pas toujours perceptible, il n'est donc jamais acquis, il se construit. Alors, comment et par qui? Selon la magistrate Anne-Marie Sautreau, pour qu'il y ait second degré, la clé c'est la distanciation. Il faut une distance entre les propos humoristiques, qui peuvent être choquants, et le sens que l'auteur entend leur donner. En d'autres mots, le véritable sens des propos humoristiques ne doit pas se confondre avec leur sens littéral. Elle poursuit en disant que c'est l'auteur de la blague qui doit délibérément mettre cette distance. Et elle n'a pas tort. La liberté d'expression confère un grand pouvoir, celui de la parole, et ce pouvoir peut être vecteur du pire comme du meilleur. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, étant un grand pouvoir, la liberté d'expression implique donc des devoirs et des responsabilités. Et pour celui qui fait de l'humour, cela consiste à mettre de la distance dans sa blague. Plusieurs techniques permettent de mettre cette distance. Utiliser une personne fictive pour lui faire dire certains propos, l'exagération des propos pour qu'ils perdent leur caractère sérieux, le recours à l'ironie et bien d'autres techniques encore. Et pour les sujets très sensibles, en plus de ces techniques, il est préférable de toujours donner son avis, avant ou après la blague. Parce que plus le sujet est grave et sensible pour l'auditoire, moins le second degré est perceptible. Alors certes, ça paraît contraignant, mais encore une fois, il faut se dire que plus le sujet est grave, plus les devoirs et les responsabilités de l'auteur sont aggravés. En plus, cela n'empêche pour autant pas d'être efficace et de provoquer le rire. Prenons un exemple très récent, dans lequel un humoriste a également fait des blagues sur les violences conjugales. C'est des bâtards, comme les autres, hein. Hein? Il y a un pote qui me disait, t'as vu le politique là qui a fait la violence conjugale?
Lequel? Parce que là... T'as l'impression, c'est tu veux être politique? Ouais. T'as fait l'ENA? Ouais. Frappe ta femme? Non? Allez, rattrapage. Vas-y. Alors bon, vous l'avez vu, Adrien Quatennens, il a reconnu avoir giflé sa femme. La France Insoumise, ils ont condamné. Ils ont dit, ouais, c'est pas normal, c'est un geste inadmissible. Quand on met une gifle à sa femme, il faut pas le dire. Enfin, putain, c'est la base, Adrien. On apprend ça en première année. Tu dis la vérité uniquement en cas de jamais. Il est encore tombé dans le piège. Jamais. C'est des oufs, hein. Ils l'ont pas viré, hein. Ils l'ont pas viré, quoi. Le mec, il vote des lois, ils l'ont pas viré, quoi. Presque à la limite, ils sont là. Bon, une gifle. C'était une gifle bio. Donc techniquement, on est plus dans un cas de caresse à inertie majorée. Voilà. Au premier degré, il y a une banalisation des violences conjugales faites par des hommes politiques. Parce que quand on écoute ça, on se dit que pour Naïm, ça paraît normal qu'un politique frappe sa femme. De tels propos sont quand même choquants. Plus choquant encore est qu'il assimile une gifle, un acte violent, à une caresse, un acte tendre, comme si au fond une gifle n'est rien d'autre qu'une caresse. Et finalement, on retiendra qu'en réalité, il condamne l'attitude de certains hommes politiques qui commettent de tels actes, mais également et surtout la molle réaction de la France insoumise dans l'affaire Quatennens. Pour qu'on perçoive ce second degré, il est utilisé plusieurs techniques pour délibérément créer une distance entre le sens littéral des propos et le sens qu'il entend leur donner. Par exemple, le fait d'utiliser des personnes fictives, et en plus, tout le long de son sketch, il condamne sans ambiguïté ces actes de violence. Vous avez également l'exagération, le caractère hautement improbable quand même, qu'à l'ENA, pour valider ses semestres, il faut frapper sa femme ou sa copine. Qu'en est-il de Tex? Dans sa blague, au premier degré, il y a une banalisation des violences conjugales. Il faut donc une distanciation. Mais avant de poursuivre, relevons que sur TPMP People, Tex nous a éclairé sur le sens qu'il avait entendu donner à sa blague. Ça veut dire les femmes réagissaient, laissez pas dire une chose pareille. Ah ouais. Il faut donc rechercher dans cette blague ce qui permet de se dire que Tex voulait justement faire passer ce message. Pour Anne-Marie Grivel, ce sont les précautions oratoires prises par Tex. Mais la Cour de cassation a considéré que ces précautions témoignent tout simplement de la conscience qu'avait Tex de franchir certaines limites. Il est vrai qu'il est difficile d'y voir des éléments permettant de mettre de la distance. Si nous prenons la première précaution, elle souligne uniquement ce qui le motive à faire cette blague, à savoir le caractère sensible du sujet. La seconde souligne le caractère particulièrement grave du sujet de la blague. Rien donc dans ces précautions ne permet de comprendre qu'il veut faire réagir les femmes. Mais en plus, la Cour de cassation évoque deux éléments défavorables à une distanciation. D'abord, l'émission était diffusée à une heure de grande écoute. Le souci, c'est qu'il y allait potentiellement avoir plusieurs personnes à suivre cette émission. Or, qui dit public large, dit public hétérogène, donc des personnes qui n'allaient pas toutes être ouvertes à ce type d'humour, ce qui rend la perception d'un éventuel second degré quasi impossible. Ensuite, l'émission était diffusée en direct et la blague faite à la toute fin. Ça permet de souligner que Tex aurait dû mieux travailler sa blague en y introduisant des éléments de distanciation, ce qu'il n'a pas fait puisque juste après sa blague, il s'est barré. À mon avis, pour échapper à la banalisation, il aurait par exemple suffi d'ajouter à la fin de sa blague quelque chose comme « Oui, mesdames, vous faites bien de me huer, car il ne faut pas laisser dire ce genre de choses. » S'il n'y a pas de place pour le second degré, il n'y a plus de place que pour le premier degré, donc pour la banalisation des violences faites aux femmes. C'est pourquoi, pour la Cour de cassation, Tex a par les propos de sa blague banalisé les violences faites aux femmes. Ce sont donc bien les propos de la blague qui sont condamnés. Mais pour retenir la banalisation, la Cour de cassation s'est également intéressée à l'attitude de Tex les jours suivants et précédant sa blague. Elle a relevé trois choses. Tout d'abord, lors du tournage d'un nouvel épisode des Amours, Tex s'était vanté auprès d'un collègue d'avoir fait son petit buzz. Et pour les hauts magistrats, cela renforce cette banalisation. Ensuite, Tex avait eu une attitude déplacée envers une candidate de l'émission, en lui posant plusieurs questions sur la fréquence de ses relations sexuelles avec son compagnon, et ce, malgré sa gêne. Alors, personnellement, je ne vois pas vraiment en quoi cette attitude, qui peut être condamnable, mais en quoi cette attitude vient renforcer une banalisation des violences faites aux femmes. Il n'y a pas de lien direct entre un certain voyeurisme et les violences faites aux femmes. L'argument me semble quand même discutable, ou du moins pas très clair. Enfin, avant cette blague, Sony avait déjà fait des observations à Tex sur son attitude envers les candidates de l'émission. Il avait tendance non pas à faire des blagues pour rire avec elles,
mais plutôt pour rire d'elle. Bref, au regard de tous ces éléments, la Cour de cassation a considéré que Tex a donc banalisé les violences faites aux femmes, ce qui est une forme de complaisance, donc violé sa clause d'éthique, donc commis une faute susceptible de sanction. Maintenant que la faute est caractérisée, on peut se dire que Sony aurait dû prendre une sanction autre que le licenciement. Lorsqu'un salarié commet une faute, l'employeur a dans son carquois plusieurs mesures qu'il peut prendre. Et le licenciement est la plus grave d'entre elles. Mais plus grave encore est le licenciement pour faute grave. Non seulement le salarié est viré, mais en plus c'est sans préavis et sans indemnité. La faute est dite grave lorsque sa gravité est telle que l'employeur n'a d'autre choix que de licencier le salarié. La gravité de la sanction à prendre dépend donc de la gravité de la faute. Et ça, c'est de manière générale. Quand la sanction vient restreindre une liberté fondamentale, comme la liberté d'expression, la gravité de la sanction ne dépend plus de la faute, mais plutôt de l'intérêt qu'a l'employeur de restreindre la liberté fondamentale de son salarié. Tex a été licencié, on l'a dit, parce qu'il a commis une faute grave. Mais à bien y regarder, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir exercé sa liberté d'expression, l'humour n'étant qu'une forme de cette liberté. Or, l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit à tous une liberté d'expression. En licenciant Tex, Sony a donc par la même occasion restreint sa liberté d'expression. Et là, on peut se demander si un employeur a le pouvoir de restreindre la liberté d'expression d'un de ses salariés, s'il en a l'intérêt. Et même de manière générale, si on peut restreindre la liberté d'expression d'une personne. Il y a 2 mois, Idriss Aberkan a sorti une vidéo, La liberté d'expression seulement quand ça les arrange, dans laquelle il critique des personnes qui, aujourd'hui, depuis la mort de Salman Rushdie, prennent une liberté d'expression totale, alors que hier, ces mêmes personnes soutenaient la censure de certaines idées. Voilà donc un paradoxe. Mais ce paradoxe n'est en réalité pas surprenant. Il montre au contraire que la liberté d'expression a et doit avoir des limites. Alors ce n'est pas seulement une conviction personnelle, mais c'est aussi une règle de droit. Selon le même article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, il peut être nécessaire de restreindre la liberté d'expression même dans une société démocratique. Toute la difficulté, c'est de déterminer dans quel cas la liberté d'expression peut être restreinte. Ça se fait donc au cas par cas, et le danger est qu'on risque de tomber dans l'arbitraire, donc dans le fameux « seulement quand ça les arrange ». La Cour européenne des droits de l'homme a mis en place un contrôle qui permet aux juges nationaux de dire si dans tel ou tel cas, la liberté d'expression doit ou non être réduite. C'est le contrôle de proportionnalité. Et pour répondre à la question, oui, un employeur peut restreindre la liberté d'expression de son salarié, mais uniquement s'il coche toutes les étapes du contrôle de proportionnalité. Comment donc se déroule ce contrôle? Il y a 3 étapes. La première étape consiste à rechercher si une loi nationale autorise la décision ou l'acte qui restreint la liberté d'expression, et que l'on qualifiera de liberstrictif. Dans l'affaire de Tex, avant même de procéder à cette recherche, il y a une première difficulté à résoudre, celle d'identifier l'acte liberstrictif sur lequel doit porter le contrôle de proportionnalité. Est-ce son licenciement ou la clause d'éthique? Parce que oui, avant même d'arriver au licenciement, on se rend compte que la clause d'éthique est elle-même une restriction de la liberté d'expression de Tex. Certains auteurs ont fait remarquer que la Cour de cassation s'est appuyée sur la clause d'éthique pour apprécier la proportionnalité du licenciement de Tex, alors même que la proportionnalité de cette clause était elle-même discutée dans cette affaire. Mais en réalité, dans cette affaire, le contrôle de proportionnalité ne portait que sur le licenciement. D'ailleurs, dans son communiqué, la Cour de cassation l'a très bien précisé. Et selon Chanaïs Churier, si la Cour de cassation ne s'est pas intéressée à la proportionnalité de la clause d'éthique, c'est tout simplement parce que Tex ne l'avait pas contestée. Autrement dit, les juges exercent leur contrôle de proportionnalité uniquement sur l'acte qui est contesté par le justiciable. Tex aurait donc dû contester la clause d'éthique pour qu'elle soit également contrôlée. L'acte liberstrictif identifié, donc le licenciement, il faut rechercher s'il y a une loi en France qui l'autorise. Plusieurs auteurs ont reproché à la Cour de cassation de ne pas avoir respecté cette étape, puisqu'elle n'a pas cité les textes permettant de licencier un salarié fautif. Je suis d'accord avec eux, mais seulement en partie. Alors, pourquoi en partie seulement? Parce que même si la Cour de cassation n'a pas cité ces textes, elle a néanmoins cité le texte qui permet à un employeur de réduire la liberté d'expression d'un salarié, à savoir l'article L1121-1 du Code du travail. Néanmoins, pour être plus complet, elle aurait dû citer ces 2 autres articles. La deuxième étape du contrôle consiste à vérifier que Sony avait un intérêt légitime à licencier Tex. Alors comment sait-on qu'un employeur a un intérêt légitime à licencier son salarié? La Convention européenne des droits de l'homme a dressé une liste des intérêts légitimes.
Et selon la Cour de cassation, Sony avait deux intérêts légitimes. Tout d'abord, Sony tenait à protéger sa réputation et ses droits. Il s'agit d'un intérêt prévu par la Convention européenne. Alors, c'est vrai que pour la plupart des gens, l'employeur de Tex était France Télévisions. On pourrait se dire que finalement, c'était uniquement la réputation de France Télévisions qui était en jeu. Mais celle de Sony était aussi en cause, du moins indirectement, puisque c'est aussi l'image de l'émission qu'il produisait qui risquait d'être entachée. L'autre intérêt de Sony était de lutter contre les discriminations à raison du sexe et les violences domestiques. Cet intérêt peut être rattaché à celui de la défense de l'ordre et la prévention du crime, même si la Cour de cassation n'a pas fait ce rattachement. La discrimination et les violences domestiques sont bien des infractions. Mais plusieurs auteurs ont fait observer que c'est à l'État de s'en occuper, et non pas à une entreprise privée. Toutefois, on peut faire deux observations. Aujourd'hui, une entreprise, et surtout les entreprises de l'audiovisuel, peut avoir intérêt à lutter contre les discriminations ou contre les violences domestiques, ne serait-ce que pour améliorer sa réputation. C'est la raison pour laquelle des chaînes de télévision comme France Télévisions ont prévu des chartes d'éthique applicables à leurs salariés, mais aussi aux salariés des entreprises partenaires. En plus, Sony ne faisait pas non plus une lutte active, dans le sens où elle aurait fait passer des campagnes sur les discriminations ou les violences domestiques. Il s'est contenté d'une lutte passive, en interdisant à ses animateurs de tenir des propos banalisant les violences conjugales. Bref, il peut donc bien s'agir d'un intérêt privé. La troisième et dernière étape consiste à rechercher la proportionnalité du licenciement par rapport aux intérêts légitimes. C'est ici le cœur même du contrôle de proportionnalité. Le but est de savoir si Sony n'aurait pas pu prendre une autre sanction, moins restrictive, tout en lui permettant de protéger efficacement sa réputation et de lutter contre les violences domestiques. Comment les juges doivent-ils s'y prendre? Pour la Cour européenne des droits de l'homme, le juge doit prendre en compte le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus. Et c'est une obligation. La Cour de cassation a relevé plusieurs éléments de contexte qui lui ont permis de juger que Sony n'avait d'autre choix que de virer Tex. Le premier élément est le contexte social de l'époque. La Cour de cassation a relevé que Tex a fait cette blague alors qu'à l'époque, on assistait à la naissance des mouvements de libération de la parole des femmes, MeToo et Balance ton corps. Mais aussi et surtout que 5 jours avant cette blague, le président de la République Emmanuel Macron avait annoncé des mesures visant à lutter contre les violences sexistes, après avoir rappelé qu'en France, 123 femmes, quand même, étaient décédées sous les coups pour la seule année 2016. Pour certains auteurs, l'évocation de cet élément pose un problème. Pour eux, je cite, « de telles données devraient rester indifférentes à l'appréciation du juge de cassation ». Et il est vrai que la Cour de cassation pourrait être vue non pas comme une institution qui dit le droit, mais comme une institution qui juge selon le courant social dominant du moment. Mais cette vision doit être récusée. D'abord parce qu'on l'a dit, la Cour de cassation doit prendre en compte tous les éléments de contexte nécessaires. Ensuite, parce que la blague de Tex s'inscrit évidemment dans ce contexte par rapport à la thématique et surtout parce que Tex lui-même reconnaît que c'est un sujet super sensible, faisant ainsi écho à ce contexte. L'évocation de ce contexte permet également de souligner, d'une part, que c'était un sujet sensible et très grave. Alors, ce qui n'empêchait évidemment pas d'en rire, mais à condition de mettre suffisamment de distance. Et d'autre part, que Tex avait donc conscience de ce caractère. Il aurait donc dû être plus responsable en travaillant mieux sa blague. Dans ce contexte, une banalisation des violences conjugales par Tex est gravement fautive et rend nécessaire une rupture de son contrat de travail. Le deuxième élément de contexte pris en compte par le juge est l'attitude de Tex les jours suivants. En fait, Tex, qui avait été contraint par Sony de présenter des excuses, voyait désormais Sony comme un censeur de son humour particulier. Et lui, il n'entendait évidemment pas se laisser faire. Alors c'est une attitude qui peut être très louable, mais ça démontre que Sony n'était pas à l'abri de nouvelles frasques de Tex. Il semblait donc urgent de le licencier pour se protéger d'une éventuelle récidive. Le troisième élément de contexte pris en compte est le risque d'une conséquence commerciale que la faute de Tex faisait peser sur Sony. Alors France Télévisions, qui tenait également à protéger sa réputation, avait demandé à Sony de rapidement se séparer de Tex, et que s'il ne le faisait pas, elle n'allait pas renouveler son contrat de production des Amours. Or, il se trouve qu'à cette époque, les Amours étaient la seule émission que produisait Sony. Si Sony avait gardé Tex, qui en plus semblait vouloir persister à observer des comportements sexistes, il aurait couru le risque de perdre sa seule émission. Alors, il faut noter que ce critère n'est pas nouveau. Dans une vieille affaire, jugée en 2001, on a une entreprise de confection qui connaissait quelques difficultés et qui avait licencié une de ses salariés. Alors, pour la petite histoire,
Cette salariée avait validé la livraison de 180 pièces à une cliente sans vérifier d'éventuelles malfaçons. Les pièces avaient ensuite été retournées à l'entreprise, ce qui évidemment avait entraîné des conséquences commerciales pour elle. La Cour de cassation avait considéré qu'elle avait commis une faute grave, justifiant son licenciement. Au regard de ces trois éléments de contexte, la Cour de cassation a jugé que le licenciement de texte, bien que réduisant la liberté d'expression, était la seule sanction possible pouvant permettre à Sony de protéger ses intérêts légitimes. Finalement, même si on ne répond pas à la question générale de savoir si le féminisme a tué l'humour, il est aujourd'hui clair que si on est salarié, il y a des blagues qu'on ne peut pas faire, ou du moins il faut les présenter plus subtilement, parce que notre contrat de travail nous l'impose et qu'on a accepté cette contrainte en signant le contrat. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez donc pas à me le dire dans les commentaires, mais également à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez revoir des analyses de ce genre. Quant à moi, je vous retrouve dans les commentaires et dans une prochaine vidéo.